C'est le data scientist qui va définir ses métriques de monitoring, mais c'est moi qui vais automatiser toute la pipeline. Compétence 1, vous voulez être le machine learning engineer, maîtriser d'abord le machine learning. Machine learning, tout est dans le nom. Je pense que tout dépend de ce qu'on veut faire derrière. Si on a notre dream job, où c'est aller chez Google, il faut maîtriser GCP. Évidemment. Tu vas pas aller chez Google et faire AWS, c'est sûr. Et poser des questions, mais pourquoi vous avez fait tel choix d'architecture? Pourquoi vous avez fait tel choix de structure? Pourquoi un data warehouse, c'est pas un data lake ou l'inverse? Et il m'a dit, mais ne t'attache pas au projet en fait, parce que la majorité du temps, ils finissent à la poubelle. Que font les machine learning engineers? Qu'est-ce qu'on entend concrètement par MLOps, Machine Learning Operations? Pourquoi est-ce que les entreprises doivent davantage investir pour pouvoir avoir au sein des équipes des professionnels qui maîtrisent la mise en production des modèles? Quelles sont les compétences essentielles pour être Machine Learning Engineer? Est-ce que c'est possible d'avoir les 3 rôles? Data Engineer, Data Scientist, Machine Learning Engineer? Si oui, comment est-ce qu'on fait concrètement et quelles sont les compétences à chaque étape? Voilà quelques sujets de discussion que j'ai eus avec ma première invitée spéciale de ce podcast, Christelle Vignon. Qui est Christelle Vignon? En fait, Christelle Vignon, c'est une professionnelle du monde de la data qui a plus de 6 années d'expérience dans le domaine. Ce que moi j'ai beaucoup aimé dans son parcours, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai invitée sur ce podcast, c'est qu'elle a eu la vision 360 des métiers du monde de la data. Elle a travaillé en tant que data scientist en consulting chez Airbus. Elle a travaillé en tant que data engineer. Elle travaille actuellement en tant que machine learning engineer. Donc, elle a les 3 casquettes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle a fait plusieurs secteurs d'activité. Moi, j'aime beaucoup le métier du monde de la data parce qu'on peut travailler partout. Et justement, Christelle nous montre qu'on peut véritablement travailler partout. Pourquoi? Parce qu'elle a fait du consulting chez Airbus et partage dans le podcast les applications concrètes du monde de la data dans le secteur du transport aérien. Vous allez découvrir, en fait, il y a des cas insolites qu'elle partage avec nous. Elle a également travaillé dans le secteur de la finance. Elle partagera avec vous également son expérience dans la finance. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé l'échange avec Christelle. C'est carrément une masterclass qu'elle vous propose sur le métier du monde de la data. Donc, n'hésitez pas, asseyez-vous, installez-vous. Si vous faites du sport, accrochez-vous. Le podcast commence dès maintenant. Mais en attendant, lâchez des pouces bleus, abonnez-vous, mettez des likes. On est sur toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que c'est comme ça que le podcast va grandir. Je n'en dis pas plus. Bonne écoute à vous. Alors Christelle, on parle beaucoup de machine learning engineer de nos jours. Est-ce que tu peux expliquer à une personne qui ne comprend pas ce métier ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire être machine learning engineer? Déjà, je vais commencer par le métier de data scientist parce que pour moi, il faut partir du métier de data scientist pour devenir machine learning engineer. Donc, le métier de data scientist, tu le connais bien, Natacha, vu que tu es data scientist, consiste donc du coup à produire des analyses statistiques, à faire parler la donnée, à, comme tu dis souvent, rendre la donnée utile. Et de temps en temps, rendre la donnée utile, ça veut dire développer des modèles de machine learning. Donc, le machine learning, apprentissage par renforcement. Donc, le machine learning engineer, en fait, ce qu'il va venir faire, c'est aider, on va dire, accompagner le data scientist à pouvoir mettre son modèle en production. Mettre son modèle en production, ça veut dire le rendre son modèle utilisable. Ouais. Donc, le data scientist rend les données utiles, et le ML-engineer va rendre, du coup, le modèle du data scientist utilisable par le métier. Ok. Et du coup, dès que je comprends, data scientist, ok, on met en place le modèle, machine learning engineer met le modèle en production. Est-ce qu'il faut un métier à part entière pour, si la tâche c'est, entre guillemets, seulement mettre le modèle en production, est-ce qu'il faut, est-ce que les data scientists ne peuvent pas le faire eux-mêmes? Alors si, dans une certaine mesure, si les data scientists peuvent effectivement mettre leur modèle en production. Ce que le machine learning engineer apporte en plus, c'est une vision vraiment transverse sur la pipeline de données. C'est-à-dire que mettre en production, ça peut tout simplement signifier, et je l'ai rencontré ça justement, ça peut tout simplement signifier lancer le modèle de manière, avec un cron de manière régulière, lancer des prédictions de manière régulière, etc. Ça peut être ça la mise en production. Le machine learning engineer, ce qu'il va apporter, c'est de la robustesse. C'est comment passer à l'échelle, c'est-à-dire demain, si aujourd'hui mon modèle est utilisé par 2 personnes et que demain il est utilisé par 100 personnes, comment je passe à l'échelle? Aussi, comment j'arrive à faire la fameuse boucle infinie, c'est-à-dire on met en production, mais derrière il faut monitorer, il faut revenir en arrière, c'est-à-dire peut-être entraîner un modèle si jamais le modèle manque de performance dans le futur. Donc du coup, le machine learning engineer va un peu ramener cette vision transverse où il va aller même parler avec le data engineer aussi, voir comment il génère sa donnée, voir comment il versionne sa donnée, et ensuite venir dire au data scientist, ok, tu vas utiliser telle version pour entraîner ton modèle. Et moi, je vais prendre en compte ce versionning-là, je vais prendre en compte cette donnée que tu as en entrée pour réaliser un monitoring
et vérifier que si les statistiques de la donnée changent avec le temps, parce que le phénomène qu'on étudie est modifié ou en tout cas le modèle change avec le temps, je peux aller dire au data engineer, régénère-moi de la donnée parce qu'aujourd'hui, les données que j'ai aujourd'hui ne sont pas les mêmes que j'avais il y a 6 mois, par exemple. Donc, le machine learning engineer a vraiment ce rôle transverse. Il est là pour mettre en place des process, il est là pour vraiment accompagner toute la chaîne de valeur de la donnée pour que, justement, le machine learning arrive en production. Ok. En fait, tel que tu l'expliques, ce que je comprends, c'est qu'en gros, c'est comme si être machine learning engineer, c'est avoir un rôle un peu central. Parce que tu collabores avec les data scientists et les data engineers. Oui. Et en général, la partie monitoring, lorsqu'on met en place le modèle, monitoring, c'est quoi? C'est plus suivre les performances dans le temps, vérifier que c'est toujours à jour. En fait, ce que tu m'expliques là, c'est que c'est plus au machine learning engineer de faire cette tâche-là ou bien c'est la data scientist qui doit le faire? C'est un travail commun. J'aime pas trop le terme de rôle central, je préfère transverse. Ok. Parce que c'est vraiment un travail commun. Moi, j'aime beaucoup la communication justement dans l'équipe et le machine learning engineer va juste communiquer avec le data scientist. Je vais donner un exemple pour la partie monitoring. Quand je travaillais encore justement en banque, on avait mis en production des modèles de machine learning, donc qui étaient des modèles d'identification de fragilité par exemple. Et l'idée, c'était justement de faire le monitoring. J'ai discuté avec les data scientists, j'ai compris quel modèle ils avaient développé et je leur ai demandé, OK, quelle métrique est-ce que vous avez utilisée pour évaluer votre modèle? Et je vais me baser justement sur les mêmes métriques. Moi, ce que je mets en place, c'est pas forcément l'intelligence que du coup détient le data scientist, mais c'est plus tout le process et l'automatisation du fait de monitorer le modèle, du fait de envoyer une notification dans le cas où on doit faire un réentraînement parce que les performances ont baissé, etc., etc. Donc, c'est le data scientist qui va définir ces métriques de monitoring, mais c'est moi qui vais automatiser toute la pipeline. Ok. En fait, en tant que data scientist, on a construit le modèle, on a vu comment est-ce qu'on doit suivre les performances dans le temps, et maintenant, une fois qu'on a défini l'ensemble des fonctions, les machine learning engineers vont les implémenter et mettre cela à plus grande échelle, en fait. C'est ça, exactement. Ok, super intéressant. Et voilà, donc, si on prend la phase de développement de modèle classique, data engineer, je pense que j'en ai un peu parlé, data scientist, machine learning engineer, comment se passe la collaboration entre les 3 métiers sur un projet quand on recommence from scratch? Ok, donc on va aller, comme tu dis, from scratch. On va commencer par data engineer. Donc le travail du data engineer, c'est de récupérer la donnée de plusieurs sources différentes, de l'agréger, la nettoyer dans une certaine, on va dire dans un certain cadre, et ensuite la transmettre de manière, si possible, automatisée au data scientist, pour que le data scientist puisse faire son travail. Donc moi, ce que je vais aller faire quand je vais discuter avec un data engineer, c'est de lui demander comment est-ce que tu versionnes ta donnée. Moi, c'est ça le plus important pour moi. On parle de versionning de données, ça veut dire quoi concrètement? Alors, le versionning de données, ça veut dire, aujourd'hui, on va prendre l'exemple de bancaire aussi, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai un schéma de données qui est défini. Donc, par exemple, j'ai le numéro du client, j'ai les revenus du client, etc., qui est défini. Demain, ce schéma de données peut changer. La manière dont je récupère les données peut changer. La manière dont j'agrège les données peut changer. Parce que les data engineers mettent en place ce qu'on appelle les ETL, les job ETL, donc extract, transform and load. Ils mettent en place des traitements qui agrègent la donnée. Donc, si cette manière d'agréger la donnée change, la donnée d'entrée du modèle va changer. Et dans ce cas-là, il faut tout de suite prévenir le data scientist pour que derrière le data scientist puisse adapter son modèle s'il y a besoin. Ok. Donc, du coup, c'est pas forcément des choses qui vont arriver de manière très régulière. Bien sûr, on fait en sorte que ça soit assez stable, mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait un changement de schéma, un changement de traitement, etc., etc. Et donc, du coup, le machine learning engineer va au niveau du data engineer, c'est vraiment globalement s'assurer de la stabilité de la donnée, que la donnée est bien versionnée, etc. Que demain, si le data scientist veut réentraîner ces données, il saura quelles données prendre à partir de quel moment, etc. Et il saura du coup les spécificités de cette donnée-là. Même point quand même, on est d'accord, lorsque les data scientists développent les modèles, on se base souvent sur l'historique pour prédire le futur. Mais on est d'accord, en théorie, les données historiques ne doivent pas changer. Mais du coup, la nécessité de versionning, c'est... Peut-être... Oui, vas-y. Comme j'ai dit, le versionning, c'est vraiment pas nécessairement sur la donnée en tant que valeur, mais en tant que structure. Donc, ça va être sur la structure de la donnée. Et comme j'ai dit, les données... Bien sûr, une fois que la donnée est produite, on va dire dans une structure gold par exemple, on ne la touche plus, on est d'accord. Mais c'est possible que ensuite le traitement qui a conduit à cette donnée soit modifié. Ça, c'est quelque chose qui est totalement possible parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que
je sais pas, on n'agrégeait pas bien certaines valeurs ou bien on veut prendre d'autres valeurs en plus, etc. Donc du coup, c'est cette idée de versionning là. En tout cas, c'est ce que j'ai rencontré quand je travaillais en banque. D'accord. C'est que les schémas de données pouvaient changer. Donc, on pouvait avoir plusieurs versions de schémas, par exemple, et on pouvait avoir plusieurs versions de traitement aussi. D'accord. Et des fois, c'est même le métier qui demande ces changements au niveau du traitement parce que du coup, data engineer, il collabore aussi pas mal avec le métier, avec des data scientists, mais avec des business analysts aussi, par exemple, pour pouvoir justement agréger de manière à ce que le métier puisse utiliser la donnée. Okay. Donc du coup, c'est ça qui peut entraîner des changements justement au niveau des traitements. Ok. Donc du coup, c'est au machine learning engineer de vérifier que la version, la photo qu'on a utilisée est la bonne. Exactement, la photo, j'aime bien ça. Ok. Et elle communique cette vision, il communique, ou elle d'ailleurs, aux data scientists. C'est ça. Et data scientists continue la chaîne de valeur. Exactement. Donc, le data scientist va développer son modèle en se basant sur telle donnée. Alors, je sais que j'ai pris telle donnée à tel moment. Justement, j'ai fait une photo de mon jeu d'entraînement. Le jeu d'entraînement n'est pas censé bouger, normalement, une fois qu'on a fait la photo. Et par la suite, du coup, je vais développer mon modèle, faire mon évaluation, etc. Choisir le meilleur modèle à la fin. Ouais. Et une fois que le data scientist a choisi son meilleur modèle, il va revenir voir le ML engineer en disant, mais voilà, mon modèle, il fait ça, il a telle utilité. Il va être utilisé par tant de personnes. Okay. Je dois le déployer pour qu'il soit disponible sur telle ou telle plateforme. Ça, je pense que c'est là aussi la force du ML engineer, c'est de pouvoir déployer un modèle pas seulement via une API comme on peut le faire souvent dans certains projets un peu perso. Ouais. On le fait souvent via une API Flask, ce genre de choses. Mais ça peut être, comme on va peut-être en discuter, ça peut être dans le cloud. Okay. Ça peut être aussi sur une plateforme on-premise chez le client. Ça peut être vraiment partout parce que des fois, les clients ne veulent pas forcément que leur modèle tourne dans le cloud, etc., pour des questions de confidentialité. Et ça veut dire quoi, on-premise? Ça veut dire c'est une plateforme interne propre? Exactement. On-premise, c'est ce qu'on appelle le cloud privé. Okay. Ça reste du cloud parce que ça peut être des data centers, mais du coup privés qui ne sont pas en fait fournis par AWS ou Google ou Microsoft. C'est pas du cloud public, c'est pas des fournisseurs publics. D'accord, ok. Bah du coup, je vois bien la chaîne de valeur, data engineer. On a nos données, on a le TL, on a la photo qui est bien fixée. Data scientist construit le modèle et machine learning engineer choisit la bonne plateforme et met en production. C'est ça. Et voilà, du coup, ça me pousse à te poser la question, Christelle. Quelles sont les compétences essentielles qu'on doit avoir sur le plan purement technique pour justement assurer ce rôle de machine learning engineer au sein d'une organisation? Sur le plan purement technique, je dirais, comme j'ai dit au début, qu'il faut commencer par être data scientist. Ah ouais? Pour moi, c'est primordial parce que le machine learning engineer, doit comprendre un minimum l'implémentation d'un modèle de machine learning et surtout doit comprendre aussi la théorie derrière parce que globalement, mettre en production une régression linéaire et mettre en production un réseau de neurones profonds, c'est pas la même chose. Non. Parce que du coup, le réseau de neurones profonds va utiliser beaucoup plus de ressources. Il va avoir besoin de compute GPU, par exemple, ce qui n'est pas le cas nécessairement de la régression linéaire. Et donc, du coup, il faut prendre toutes ces spécificités-là en compte. Donc, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un réseau de neurones profonds ne peut pas, à minima, l'implémenter et le mettre en production. J'étais un peu surprise quand tu l'as dit parce que je vois beaucoup sur Internet, on dit c'est machine learning engineer, mais beaucoup de personnes pensent que c'est pas vraiment nécessaire de bien maîtriser les modèles comme les data scientists. Tu vois, tu peux comprendre un peu de façon vague ce que c'est. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir la vision poussée? Je dirais pas forcément la vision poussée, mais c'est bien. Je pense que c'est beaucoup mieux de partir d'un métier de data scientist pour arriver au ML engineer parce que là, pour le coup, on a ces compétences-là. D'accord. Maintenant, je ne dis pas que il faut avoir fait 6 ans de data science avant de devenir machine learning engineer, mais il faut connaître au moins la théorie derrière. Ah, il faut savoir ce que c'est qu'un réseau de neurones, il faut savoir ce que c'est qu'un large language model, un LLM aujourd'hui avec l'IA générative, pour pouvoir le mettre en production de toutes les façons. Okay, donc, savoir comment ça fonctionne. Compétence 1, vous voulez être machine learning engineer, maîtriser d'abord le machine learning. Machine learning, tout est dans le nom. Super. Et du coup, en dehors de ça, il faut comprendre quoi, du coup? Qu'est-ce qui fait la force de ML engineer par rapport à data scientist, par exemple? Je dirais que sa force, c'est la partie automatisation, très clairement. Parce que le machine learning engineer va utiliser des outils comme la CI/CD, donc Continuous Improvement, Continuous Delivery. Donc la CI/CD, en fait, ça va être des outils qui vont permettre d'automatiser le test des modèles, le déploiement des modèles et le monitoring aussi des modèles. Ok. Le machine learning engineer a aussi une compétence forcément cloud, donc pas nécessairement cloud public comme j'ai dit. Ça peut être aussi comment déployer quelque chose sur une machine distante. Ça peut être ça.
Et le machine learning engineer a aussi des compétences, on va dire une bonne base, on va dire, de culture informatique en général. Okay. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé avec des data scientists, par exemple, qui ne savaient pas nécessairement bien utiliser tout ce qui est bash, programmation orientée objet, le machine learning engineer va aussi amener cette robustesse au niveau du code des data scientists. Parce que souvent, les data scientists, bon, tu me diras si je me trompe, mais il y en a beaucoup qui travaillent dans les notebooks Jupyter, ce qui est très bien parce que ça permet justement d'avoir le flow de l'analyse, de faire des visualisations, etc. Mais le problème, c'est qu'on peut pas mettre un notebook Jupyter en production. Ça, c'est sûr. Il faut ensuite mettre au propre le code. Il faut ensuite faire en sorte que tout ça soit vraiment robuste en termes de code pour aller en production. Donc, le machine learning engineer va aussi aider le data scientist dans cette tâche. Ok. Donc, du coup, je maîtrise le ML, je maîtrise le CI/CD, je comprends les bases de l'ingénierie logicielle. Exactement. Et j'ai ce qu'il faut sur le plan technique pour... Est-ce que le cloud, tu as parlé tout à l'heure des déploiements dans le cloud. Est-ce que le cloud, c'est une compétence également qu'il faut avoir? Je dirais aujourd'hui, oui. Okay. Il y a quelques temps, j'aurais dit pas nécessairement, mais aujourd'hui, oui, parce que quand on regarde les offres d'emploi pour machine learning engineer, il faut au moins maîtriser un des clouds. Maintenant, c'est pas nécessaire de maîtriser tous les clouds. Je pense qu'il y a des similitudes. De toutes les façons, on peut faire des transferts d'un cloud à un autre. Moi, justement, je suis beaucoup plus sur le cloud Amazon. Okay. Du coup, j'ai eu des missions que sur le cloud Amazon, mais je commence à m'intéresser à Google, etc. Et il y a quand même des parallèles qu'on peut faire. D'accord. Donc, du coup, il faut peut-être se concentrer dans un premier temps sur un cloud pour avoir cette compétence-là qui est quand même de plus en plus demandée sur le marché. Mm-hmm. Et ensuite, on peut s'adapter suivant le client, suivant la mission. Ok. Et quand tu me parles d'Amazon, je vois beaucoup de personnes qui disent aussi que sur le marché français aujourd'hui, AWS, c'est le cloud qu'il faut, du moins, il faut choisir pour, du moins, se former parce que la plupart des entreprises l'utilisent. C'est le même constat que tu as à côté client, c'est ça? Je dirais, AWS est très présent. Ouais. Oui, ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est celui-là qu'il faut privilégier? Ça, je pense que ça dépend vraiment justement des missions qu'on a, etc. Parce que j'ai vu aussi plein d'offres pour du Google, par exemple, pour du GCP. Donc, du coup, voilà, faut se dire, OK, je me concentre sur un cloud parce que peut-être j'ai un client qui a ce cloud-là ou parce que j'ai telle entreprise dans laquelle je veux rentrer qui utilise ce cloud-là. Et ensuite, on essaie de faire les parallèles parce qu'il y a aussi des entreprises qui utilisent Azure. Donc, voilà. Okay. Je pense que tout dépend de ce qu'on veut faire derrière. Si on a notre dream job où c'est aller chez Google, il faut maîtriser GCP. Évidemment. Tu vas pas aller chez Google et faire AWS, c'est sûr. Ok, du coup, on a parlé de compétences techniques. Moi, il y a une phrase que j'aime bien partager, c'est les compétences techniques te donnent le job. Mais les soft skills te permettent de progresser. Exactement. Et selon toi, quels sont les soft skills que les ML ingénieurs doivent utiliser au quotidien? Beaucoup de communication. Ouais. C'est vraiment très, très important. On a des data scientists qui connaissent leur métier, qui sont des statisticiens chevronnés, je dis parce que moi aussi, à la base, je suis statisticienne. Et voilà, qui vraiment, pour eux, le plus important, c'est le modèle, c'est développer le modèle, c'est avoir de bonnes performances. Mm-hmm. Et ils ne pensent pas nécessairement tout le temps. Ça arrive, bien sûr, mais il y en a qui qui en ont conscience, mais il y en a aussi qui ne pensent pas nécessairement tout le temps à comment est-ce que ça va être utilisé par la suite. Ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'arriver, de pouvoir communiquer, d'avoir une certaine pédagogie pour leur faire comprendre les choses. Je vais prendre un exemple, du coup, qui m'a marqué, justement, quand je travaillais en banque. C'était que quand on est arrivé avec mes collègues, les data scientists travaillaient sur SAS. Ouais. Moi, je connais pas du tout SAS pour le coup. En tout cas, ils travaillaient sur SAS et ils voulaient pas s'en détacher. Nous, on est arrivés en disant, mais non, venez sur le cloud, on va vous mettre en place des notebooks Jupyter, on va faire en sorte que voilà, vous puissiez collaborer ensemble. C'est aussi ça que permet le cloud, vous puissiez collaborer, travailler ensemble sur des modèles, etc. Et ensuite, on va vous mettre en place une chaîne de mise en production qui sera automatisé. Vous aurez qu'à remplir un fichier YAML qui dit je veux mettre tel modèle en production avec telle version, etc. Et tout sera automatisé. Et au début, ils avaient vraiment, c'était compliqué. Et puis au fur et à mesure de la pédagogie, du temps, ils ont dit finalement les notebooks sur donc c'est AWS SageMaker, l'outil, le service de machine learning sur Amazon. Donc les notebooks SageMaker c'est bien en fait. Et puis en plus on peut choisir on va dire le type de ressources qu'on veut en termes de puissance de calcul, etc. Donc ça c'était intéressant aussi. C'était plus nécessairement sur leur PC. Et donc du coup finalement les notebooks Jupyter c'est bien. Ensuite on a fait un cran au-dessus. On leur a dit on va vous apprendre à, on va dire, mettre en place des pipelines ETL pour votre partie pré-traitement, donc ce qui arrive avant le modèle. Donc, on leur a parlé de Spark. Donc, ça, c'est plus du data engineering en plus. Donc, on a essayé aussi de leur inculquer un peu cette culture de
Je fais du calcul distribué quand j'ai beaucoup de données, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup de pédagogie qu'il faut avoir. Je pense que c'est le premier soft skill. Et ensuite, il faut aimer les process. Pourquoi? Parce que, en fait, finalement, le machine learning engineer, comme j'ai dit, c'est un rôle transverse. Et c'est lui qui va mettre en place le process de mise en production. C'est lui qui va dire, donc la chaîne de mise en production, c'est ça. Les personnes qui doivent être impliquées, c'est le data engineer, data scientist, peut-être il y a un data steward, etc. Les livrables de chacun, ça va être telle chose. Et donc, il faut vraiment que ce process soit écrit. Je dis souvent, il faut vraiment l'écrire et que tout le monde soit au courant de qui doit faire quoi. Pour que vraiment la machine soit bien huilée et qu'on n'ait pas d'incompréhension à la suite. Donc, du coup, il faut vraiment aimer les process. Dans ma dernière mission, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment mis en place un process on va dire de A à Z, entre guillemets, parce que bon, ça dépend aussi de l'entreprise. Là, il y avait beaucoup de silos. Mais de A à Z, en disant, voilà, donc le data scientist, il pousse une modification sur son modèle. Il y a une chaîne de traitement automatisé qui se déclenche. Ensuite, c'est déployé. Il va entraîner son modèle suite à sa nouvelle version de code. Il va entraîner son modèle. Il va pousser à tel endroit. Une fois qu'il a poussé, l'équipe d'intégration va venir récupérer les données à cet endroit. Voilà, c'est vraiment écrire le process de comment ça va se passer. Donc, il faut aimer les process aussi un peu. Ok, donc, très bonne communication, beaucoup de pédagogie parce qu'il y a des équipes en face qui doivent comprendre ce que vous voulez faire et aimer les process. Ok. Bah, du coup, toi, Christelle, je t'ai connue à l'NSAI, justement. Alors, c'était en 2018, il me semble, on s'est rencontrés rapidement. Je sais que tu étais data scientist. Justement, moi, j'ai vu ton interview chez Data Academy où tu parlais de machine learning engineer, exemple, laquelle je t'ai invité. Et je veux savoir pourquoi est-ce qu'une data scientist a décidé de faire la transition. En fait, tu as fait tous les postes, j'ai vu ton profil, tu as fait tous les postes, data scientist, data engineer et machine learning engineer. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi est-ce que tu as fait l'ensemble de ces transitions et quelles étaient à chaque fois les difficultés que tu as rencontrées? Parce qu'à la base, tu l'as dit, tu es data scientist et quelle est la vision que tu cherchais en fait, voilà. Très bonne question. Donc, effectivement, à la base, j'étais data scientist. Donc, moi, ce que j'aimais, c'était les mathématiques, les statistiques, mettre en place des modèles de machine learning, pourquoi pas de deep learning de temps en temps. Donc, voilà, j'adorais ça. Ouais. Et donc, j'ai commencé, effectivement, en tant que data scientist dans la maintenance prédictive. Et en fait, j'ai aussi fait pas mal de petits projets internes dans l'entreprise de consulting dans laquelle j'étais, sur de la R&D pour du traitement d'images notamment. Et en fait, j'ai été frustrée à un moment donné que ça ne reste que de la R&D. Donc, je me suis dit, mais moi, je veux aller en production, je veux que ce que j'ai fait soit utilisé, etc. Et donc, du coup, je pense que pourquoi j'en suis arrivée à ML Engineer, c'est vraiment cette quête qui m'a amenée là. Ouais. Mais avant d'arriver à Machine Learning Engineer, en fait, disons que j'ai eu des opportunités qui sont présentées. On m'a dit, est-ce que tu veux aller dans telle mission où c'est plus du data engineering dans un premier temps parce que le client avait besoin de structuration au niveau de sa donnée. En plus, c'était vraiment un cas particulier parce que c'était vraiment c'était de la R&D, on va dire, où tout était fermé. C'était chez Airbus, donc c'était on va dire un peu secret. Ouais. Et donc, du coup, on travaillait sur des serveurs on-premise, justement. Il y avait des transferts de disques durs même, etc. sur les serveurs. Donc, c'était vraiment un cas particulier et il fallait justement essayer d'automatiser un peu cette ingestion de données et cette structuration de données pour ensuite pouvoir exploiter la donnée, faire des analyses statistiques, etc., etc. Ça veut dire quoi, ingestion des données? Quand on parle d'ingestion de données, une personne qui ne comprend pas du tout, quand on parle d'ingérer la donnée, qu'est-ce que ça signifie? Ingérer de la donnée, c'est récupérer la donnée d'une source ou de plusieurs sources A et B et de l'ingérer. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de data platform, donc de la mettre en fait, de la transférer sur une plateforme de données qui est un peu plus structurée. Donc c'est vraiment l'action de récupérer de la donnée de plusieurs sources variées, différentes, et de les agréger dans ça peut être une base de données, ça peut être un data lake, un data warehouse, dépendamment de la structure de données qu'on a. Ça veut dire que tu faisais de la maintenance prédictive en tant que data scientist chez Airbus. Ensuite, tu as fait ce travail de data engineering. C'est ça, c'était toujours chez Airbus, mais là, c'était pour de l'impression 3D. Donc, ils imprimaient des pièces en titane et il y avait les données d'impression qui sortaient, donc température, la position de la tête d'impression, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir analyser, à terme, le métier, c'était ça, c'était analyser les données d'impression pour vérifier qu'il n'y avait pas il n'y avait pas eu de problème pendant l'impression qui induirait des problèmes de qualité de la pièce. Okay. Mais il y avait cette étape de comment est-ce que je prends les données au niveau de l'ordinateur qui fait l'impression
et que je les ramène là où je veux les analyser, que j'ai les structures, que je crée mon historique, que je fasse en sorte que l'historique ne puisse pas être touché, ce genre de choses. Donc, il y avait toute cette partie de data engineering, justement, à faire avant d'arriver à l'analyse. D'accord. Donc, c'est cette partie-là que, du coup, j'ai mis en place à ce moment-là. Donc, c'était, on va dire, un peu le coup du sort. On m'a dit, est-ce que tu voudrais le faire? Et puis, par curiosité, j'ai dit oui. Parce que, à la base, effectivement, en étant data scientist, moi, je recevais la donnée. Ouais. Mais je ne savais pas d'où la donnée venait. Donc, il y avait cette curiosité aussi de voir, mais qu'est-ce qui se passe exactement, justement, à l'ingestion de la donnée? Ouais. L'avion, il envoie une donnée, mais je ne sais pas comment il l'envoie, comment ça se passe. Donc, c'est vraiment beaucoup de curiosité en réalité. Puis, au final, je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Et par la suite, donc j'ai un très bon ami qui a commencé à me parler du cloud. Et en même temps, j'ai eu une mission aussi encore de R&D où je devais utiliser des ressources que je n'avais pas sur mon ordinateur. Donc je me suis dit, la solution, c'est d'aller dans le cloud. Donc j'ai monté une machine sur Amazon, justement AWS. Et j'entraînais, c'était un réseau de neurones que j'ai entraîné sur les dernières couches pour pouvoir l'adapter à mon contexte. Et je me suis dit, c'est intéressant quand même, ça me donne des ressources, etc. Et pourquoi pas aller plus loin? Donc, par curiosité, et parce que j'avais aussi cet ami qui me disait, mais intéresse-toi à ça, c'est intéressant. Par curiosité, j'en suis arrivée au cloud et au ML Engineering. Ok. Est-ce qu'il n'y avait pas un coût d'entrée? Par exemple, quand tu passes de data scientist à faire tes modèles dans le notebook, à data engineer, à devoir faire des ETL, est-ce qu'il n'y a pas un coût d'entrée quand même? Si. Est-ce que tu as dû te former, par exemple? Qu'est-ce que tu as fait justement pour apprendre le métier? Alors, je dirais qu'il y a un gros coup d'entrée, surtout quand, comme j'ai dit, comme moi, on est vraiment statisticienne, et que moi-même, à la base, j'avais beaucoup de mal avec la programmation, en réalité. Donc, il y a effectivement un gros coup d'entrée de savoir maîtriser tout ce qui est, par exemple, programmation orientée objet, mieux structurer son code, avoir plus cette culture informatique que peut-être on va apprendre plus dans les cursus informatiques que dans les cursus maths appliquées. Okay. Donc du coup c'est on va dire cette formation là qu'il faut faire. Bon, aujourd'hui il y a plein de formations sur par exemple Open Classroom. Il y a plein de formations qui sont disponibles, mais voilà, c'est vraiment se dire qu'on va de toutes les façons devoir apprendre des choses, devoir se former. Après, c'est ce qui est intéressant aussi de notre métier, c'est de toujours être en perpétuel apprentissage. Donc moi ça ne m'a pas nécessairement dérangé, mais c'est vrai qu'il y avait aussi ce problème de légitimité, de me dire est-ce que je suis légitime en tant que statisticienne à vouloir faire un travail qui est quand même très 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 informatique pour le coup. Donc voilà, on va dire c'est ce coup d'entrée là, mais avec un peu de curiosité, avec beaucoup de travail pour le coup, on peut y arriver. Ah bah tu y es arrivé d'ailleurs. C'est ça. Ok. Et du coup tu n'as pas fait de formation en dehors de. En fait tu as appris sur le tas. J'ai appris en sur dehors le tas. Des tutos que tu faisais peut-être sur Open Classroom et autres. Et tu as appris sur le tas, c'est ça? J'ai appris sur le tas dans mes missions et il faut aussi être humble et beaucoup poser des questions. Par exemple pour le data engineering, je pense que la meilleure mission data engineering que j'ai eue c'est la dernière mission en banque qui est assez récente pour le coup. Où les gens étaient vraiment très compétents on travaillait sur une data platform qui était assez mature. C'était vraiment la première data platform sur laquelle j'ai travaillé qui était très mature. Et poser des questions, mais pourquoi vous avez fait tel choix d'architecture? Pourquoi vous avez fait tel choix de structure? Pourquoi un data warehouse, c'est pas un data lake ou l'inverse? Pourquoi est-ce qu'ici, il y a une base de données, qui permet de servir la donnée, du coup, à tel ou tel métier? Donc, c'est aussi poser ces questions et puis peut-être lire des livres aussi. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui sur Data Engineering in Action, par exemple. Ouais, voilà, il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui permettent aussi de comprendre la théorie derrière. C'est parce que c'est pas vraiment... Il n'y a pas que les outils techniques. Il y a aussi pourquoi est-ce qu'on fait certains choix d'architecture. Et moi, c'est quelque chose qui m'a passionnée de faire des dessins d'architecture, par exemple, pour comprendre le flux de la donnée. Pourquoi est-ce qu'elle rentre dans telle structure? Pourquoi est-ce qu'elle ressort dans telle structure? Pourquoi est-ce qu'on utilise une base de données pour servir un dashboard? Ce genre de choses. Ouais. Donc, voilà. En fait, le pourquoi, c'est important. En fait, quand tu as parlé du pourquoi, ça me rappelle en fait un point que j'observe souvent, c'est que beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur la solution technique, sans pour autant prendre le temps de comprendre la théorie derrière. Parce que moi, je suis pour la pratique, mais comprendre également pourquoi est-ce qu'on choisit telle ou telle architecture, c'est important justement pour progresser. Et pour comprendre ce qu'on fait. Ouais, exactement. Et là, c'est la partie data engineer. Et machine learning engineer, c'est la même chose du coup. Machine learning engineer, ça s'est fait aussi un peu par la force des choses dans les missions que j'ai faites. Mais c'est surtout que je voulais aussi en arriver là parce que, comme j'ai dit, j'étais frustrée de ne pas avoir des modèles arriver en production. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire en sorte que ça arrive, en fait. Parce que ça doit pas rester un mythe.
Et c'est vrai que au fil du temps, on avait aussi tous ces articles qui disaient qu'il y avait, je sais pas, 80% des modèles de machine learning qui restaient dans les notebooks, qui n'allaient pas en production. Donc ces chiffres-là me titillaient un peu. Je me suis dit non, il faut que ça marche, il faut que tout ce travail-là finalement serve. Et donc c'est, on va dire là, j'ai un peu cherché quand même la mission de machine learning engineer. Pour pouvoir justement monter en compétence sur ces problématiques-là. Et c'est là que j'ai vu que clairement, la communication des data scientists et le fait aussi de comprendre ce qu'ils font facilite énormément les choses. Parce que du coup, quand on discute avec eux, ils nous disent, je veux faire un XGBoost. OK, XGBoost, c'est ça. OK, tu veux le mettre en production. Je vois ce que c'est, etc. Même eux, ça permet de les mettre en confiance et de les rassurer. Et c'est vraiment un travail que j'ai adoré parce que c'est vraiment un travail à deux, on va dire, avec les data scientists. C'est concomitant et franchement, c'est très intéressant parce que quand le modèle arrive en production, tout le monde est content, l'équipe est contente et c'est vraiment ça ce sentiment d'accomplissement qui est intéressant à la fin. Exactement, en fait. Et moi, ce que je note, c'est plus l'expérience que tu as eue, les opportunités que tu as eues qui t'ont permis justement d'embrasser l'ensemble des rôles de ce monde-là. C'est ça. Et après, il faut chercher aussi, c'est-à-dire quand on est en boîte de consulting, par exemple, il faut aussi dire, par exemple, à son manager, je veux avoir tel type de mission, etc. Maintenant, bon, tout dépend de l'entreprise dans laquelle on est. Et moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir des managers qui m'ont beaucoup écouté et qui m'ont aussi placé dans des missions qui m'intéressaient. Super. Et du coup, pour une personne qui est data scientist aujourd'hui ou bien qui a tout autre profil, qui souhaite faire la transition comme toi, devenir machine learning engineer, quel est le conseil ultime que tu lui donnerais? Ultime. J'adore. Alors, très bonne question. Alors, je lui dirais le conseil ultime. Ah ouais, ça, c'est une question. Bon, enlève le mot ultime. Peut-être ça fait peur, mais non, enlève ultime et puis tu réponds à la question. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer en tout cas, devenir machine learning engineer, je lui dirais de croire en ses capacités, en ses compétences, déjà. Parce que, comme j'ai dit, il y a toujours, quand on fait une transition d'un métier à un autre, même si ça reste dans la data, on a toujours cette problématique de se dire est-ce que je suis légitime? En tout cas, bon, moi c'est mon cas, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais est-ce que je suis légitime ou pas? Donc voilà, il faut croire en ses capacités. Et puis à partir du moment où, comme j'ai dit, on a cette bonne base de connaissance du machine learning, on peut apprendre tout ce qui est CI/CD, ça s'apprend, tout ce qui est cloud, déploiement dans le cloud, infrastructure as code, ça s'apprend. Je veux dire, c'est vraiment la partie technique. Faut pas avoir peur, en fait. Okay. Vraiment pas avoir peur de la partie technique. Il faut se dire, mon objectif, c'est d'envoyer des modèles en production, et j'apprends au fur et à mesure. Faut pas, et je pense que tu l'as souvent dit aussi, faut pas vouloir tout savoir d'un coup, et ne pas avoir peur de la partie technique. C'est vraiment le conseil que je donnerais. Ouais. Et en plus, en général, je te rejoins un peu sur ce point-là. En général, même, une fois que tu sais ce que tu veux, du coup, je trouve comment y arriver. Et le plus difficile, c'est de savoir où tu vas aller. Une fois que tu vas, même si tu n'as pas la compétence technique qu'il faut, tu regardes les tutos sur YouTube, sur Open Classroom ou autre, et tu trouves les ressources. Exactement. Et du coup, dans ce changement-là, quelle était ta difficulté? Tu as parlé du fait de ne pas se sentir légitime. Et quelle est ta plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans la transition? Je dirais que la plus grosse difficulté reste quand même la montée en compétences techniques en réalité, parce que c'est vrai, je dis qu'il faut pas en avoir peur, mais c'est on va dire c'est le plus gros du travail, il est là en réalité, donc c'est la montée en compétences techniques. Et en même temps, quand on est bien entouré, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont bienveillants, etc., ça aide beaucoup, et qu'on on sait ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ça aide beaucoup aussi à progresser. Donc voilà, je dirais la plus grosse difficulté, c'est la montée en compétences techniques et le fait de se sentir légitime. Mais plus on avance justement techniquement, plus on va se sentir légitime. Enfin voilà, c'est un processus dans tous les cas. Donc faut vraiment pas avoir peur, même si c'est difficile, c'est normal, c'est l'apprentissage qui est comme ça et il faut y aller, quoi. Super, il faut y aller, n'ayez pas peur. Voilà. Et voilà. Donc on va maintenant parler j'ai vu que tu as parlé de MLOps. Oui. C'est quoi on parle de machine learning engineer, MLOps. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? Est-ce que c'est la même chose, déjà? C'est une très bonne question parce que je me la suis posée aussi, même très récemment, parce que il y a tellement de termes aujourd'hui que c'est vrai que c'est important de savoir de quoi on parle. J'ai même vu récemment LLMOps. Oui. J'ai vu DevOps, j'ai fait, mais c'est quoi? C'est quoi tout ça? En fait, justement, je vais partir du DevOps pour expliquer c'est quoi le MLOps. Parce que le DevOps, en fait, c'est, pour moi, plus une culture, aujourd'hui c'est un métier aussi, mais c'est plus une culture aussi, qui a émergé en fait dans le développement de logiciels.
parce que en fait, au départ, il y avait beaucoup de silos. C'est-à-dire qu'il y avait les développeurs. Par exemple, pour faire un site web, il y avait les développeurs. Et une fois que les développeurs finissent de développer leur site, qui poussent sur Git, il y a une autre équipe d'intégration qui va arriver pour justement mettre en production le travail des développeurs. Et en fait, ils se sont rendus compte que le fait qu'il y ait autant de silos, ça faisait que les mises en production ne se passaient pas bien, que par exemple, quand il y a un bug en prod, chacun se dit non, c'est pas moi, c'est l'autre, etc., etc. Donc du coup, il y avait cette séparation-là qui n'allait pas. Donc ils ont créé le DevOps, qui justement est transverse et qui va lui permettre d'automatiser toute cette phase de mise en production et surtout la phase de test, et aussi permettre justement de fluidifier en fait la chaîne en fait de mise en production. Donc, du coup, tout est parti. Enfin, le MLOps serait vraiment inspiré pour le coup des pratiques et de la culture DevOps. Parce que le MLOps, c'est exactement la même chose, mais dans le cadre vraiment très restreint du machine learning, où on va rajouter, en plus de automatiser les tests, automatiser la mise en production, etc., on va aussi rajouter la partie data. Tout simplement. Donc, on va rajouter la partie, je sais pas, tout ce qui est qualité de données, tout ce qui est métrique. Parce que les métriques de performance pour le machine learning ne sont pas les mêmes que les métriques de performance qu'on va utiliser pour évaluer la performance d'un site web, par exemple. Donc, du coup, pour le machine learning, on va avoir toutes les métriques, par exemple, recall, l'AUC, etc. Donc, on va dire, le MLOps, c'est beaucoup inspiré du DevOps, mais à rajouter, du coup, des spécificités qui sont vraiment pour le ML et pour la data. Ouais. Quand tu parles de métriques de qualité des données, je me demande si c'est pas le rôle de data engineer. Si. Ça se recoupe pas un peu? En fait, la qualité de la donnée, elle est aussi, à un moment donné, elle est aussi assessée par le data scientist au moment où il fait son modèle. Oui. Donc, du coup, tout ça, en fait, rentre dans comment est-ce que je veux que mon modèle arrive en production. Bien sûr, il y a la qualité de la donnée qui est assessée dans un certain cadre par le data engineer. Mais qu'est-ce que fait le data engineer quand il parle de qualité de données? Ça aussi, il faut se poser la question. Il va parler de est-ce que il n'y a pas de changement au niveau de mon schéma? Est-ce qu'il n'y a pas de changement au niveau du type des données? Okay. Est-ce qu'il n'y a pas de valeur, peut-être de valeur manquante? C'est ce genre ce type de vérification que le data engineer va faire. Le data scientist derrière va avoir plus une casquette analytique. Donc, il va peut-être regarder en termes de qualité, quels sont, je sais pas, fait une analyse bivariée, multivariée, etc. Quelles sont les relations entre mes variables, etc. Et donc, du coup, tout ça, il faut le prendre en compte aussi. Dans tous les cas, une fois qu'on arrive, qu'on veut mettre en production, il faut avoir conscience, en fait, des forces et des faiblesses de sa donnée. Il faut avoir conscience de ce qu'il y a dans la donnée. Ça marche. Bien sûr, le ML engineer ne va pas faire tout ça, mais il va s'assurer que toutes ces bonnes pratiques sont suivies d'une certaine manière pour pouvoir arriver en production. Ok, ça marche. En gros, est-ce qu'il reprend quand même des... En fait, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il analyse la qualité des données. Est-ce que ce sont les mêmes analyses? Est-ce qu'on regarde les valeurs manquantes? Est-ce que c'est quoi la qualité de données dans quel sens, en fait? Valeur SRM, c'est quoi exactement? Par rapport au MLOps? Oui. En fait, encore une fois, le ML engineer qui va faire du MLOps ne va pas lui-même aller regarder la qualité de données. C'est le travail du data scientist ou du data engineer dans une certaine mesure. Lui, il va s'assurer que ce travail-là est fait. Et aussi, il va demander au data scientist, du coup, de lui dire, du coup, comment est-ce que la donnée doit être qualitativement parlant une fois en production. Parce que, encore une fois, le ML engineer est là pour automatiser la chaîne de mise en production. C'est quoi la chaîne de mise en production? C'est le déploiement du modèle. Ok. C'est aussi la partie monitoring. Et dans le monitoring, on va regarder au fur et à mesure du temps toutes les données qui sont utilisées pour l'inférence, donc pour utiliser le modèle, on va lui envoyer des données. Le modèle va faire des prédictions. Ces données-là vont être analysées dans la chaîne de mise en production. Ok. Donc du coup, s'il y a une différence de qualité entre les données qui sont utilisées pour l'inférence et les données qui ont été fournies par le data scientist, qui ont été utilisées par le data scientist pour son entraînement, là, le ML engineer va du coup envoyer une alerte pour dire attention, il y a une différence entre les données. Est-ce que c'est de la perte de qualité? Est-ce que c'est parce que le data engineer a fait des modifications au niveau de sa chaîne de traitement ou c'est un bug, par exemple, qui a été induit au niveau de la chaîne de traitement? Ou est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est les données en elles-mêmes, donc le phénomène qu'on étudie qui est modifié? Mais à ce moment-là, le ML engineer ne peut pas deviner quel type de check de qualité il doit faire. C'est là où il y a la communication des data scientists qui va dire attention, telle colonne dans mon jeu de données d'entrée, ça doit être, les valeurs doivent être statistiquement, voilà la distribution que ça doit être, etc. Okay. Donc ça va être ce genre de vérification en fait que le ML engineer va automatiser en discutant justement avec le data scientist. Ok, ça je vois mieux en fait. Il a déjà plus ou moins la recette, on implémente,
Ensuite, s'il y a des alertes, on remonte et on améliore. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, là, je te propose qu'on parle, par exemple, de AWS. Et je voulais savoir, en fait, comment est-ce que le cloud computing a révolutionné ou bien a changé la façon dont on implémente les modèles ou on développe les modèles. Qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce qui, toi, t'a marqué par le passage au ML, au cloud? Alors, qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses. Ça change déjà la rapidité de mise en production. Parce que, comme j'ai dit, il y a deux types de cloud. Il y a le cloud privé et il y a le cloud public. Le cloud privé, c'est quand on a nous-mêmes nos propres serveurs. Ça peut être même, j'ai des collègues qui ont chez eux des serveurs pour stocker leurs photos, etc. Donc, le cloud privé, oui, ça existe. Okay. Donc, le cloud privé, ça peut être vraiment ça. C'est-à-dire, j'ai un serveur à la maison, c'est mon cloud privé. Bon, à l'échelle d'une entreprise, ça va être peut-être une salle de serveur, etc. Donc, je voulais faire cette précision-là pour que vraiment on comprenne que travailler sur le cloud, c'est pas nécessairement travailler sur AWS ou sur GCP, etc. Donc, déjà, travailler sur le cloud en tant que tel, ça permet déjà d'avoir plus de puissance de calcul, globalement, que ça soit privé ou public. Maintenant, travailler sur le cloud public, ça permet aussi d'avoir accès à des services qu'on appelle les services managés. Donc, la majorité du temps, ça fait gagner énormément de temps. Parce que quand on est sur un cloud privé, il faut tout mettre en place soi-même. Okay. C'est-à-dire, si on veut mettre en place un service de gestion de notebook, par exemple, il faut le faire soi-même. Si on veut mettre en place une interface graphique dans laquelle les data scientists vont pouvoir se connecter, avoir accès à des notebooks, avoir accès à une interface de visualisation, avoir accès aux données à la data platform, il faut le développer soi-même. Alors que avec le cloud, aujourd'hui, on a des data platforms clés en main. Ok. Par exemple. Donc, ce que le cloud révolutionne, je pense, c'est vraiment ça, c'est cette capacité d'avoir accès à certains services qu'on était obligé de développer soi-même avant. Okay. Par exemple, sur Amazon, on peut aussi donner plein d'exemples. Sur Amazon, il y a des services qui font de la détection d'objets, il y a des services qui font de l'analyse d'audio, l'analyse de voix. Donc, on n'est plus obligé même de développer finalement des modèles pour ça, soi-même. Bon, bien sûr, ça a son coût. C'est peut-être évidemment. Voilà, c'est peut-être on va dire le défi aussi, c'est de rester aussi dans les prix du client, dans les prix de l'entreprise. Mais voilà, ce que ça révolutionne au niveau du machine learning, c'est vraiment la rapidité d'exécution, l'accès à certains types de services. En fait, c'est la facilité aussi que ça apporte aux entreprises, qui n'ont plus besoin de tout refaire clairement. Ok. Bah là, je vois que le temps court. Je te propose qu'on parle rapidement d'un sujet qui m'intéresse quand même. Oui. C'est tout ce qui va être IA générative. Oui. Tu vois, de plus en plus sur Internet, il y a Bard, il y a Gemini. Ah, j'ai pas de Bard, ça a changé, c'est Gemini. Il y a ChatGPT, il y a Claude et autres. Je veux savoir, pour toi, ta vision, comment est-ce que ces outils d'IA générative vont impacter le métier de ML ingénieur? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent dans ce métier-là avec ça? Alors oui, et je vais être honnête, pour l'instant, en tant que ML ingénieur, j'ai pas encore travaillé sur de projets d'implémentation, de mise en production de modèles d'IA générative. Par contre, j'en ai beaucoup discuté avec des collègues, et ce qui en ressort, c'est beaucoup la question de la sécurité. Okay. Parce que justement, tu as bien cité pas mal du coup de LLM, de Large Language Model qui existent. Et souvent, en fait, ce que les entreprises font, c'est d'essayer d'utiliser ces LLM-là, justement pour ne pas avoir à les réentraîner parce que ça coûte quand même beaucoup de ressources et d'argent. Donc, de réutiliser ces LLM pour pouvoir se créer des LLM, des chatbots custom ou ce genre de choses. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je sécurise l'accès à ces LLM? Comment est-ce que je fais en sorte qu'on puisse pas mettre des prompts pour aller chercher telle ou telle information de l'entreprise qui normalement est confidentielle. Ouais. Et d'ailleurs aujourd'hui il y a des jeux sur internet qui permettent de faire justement du prompt engineering, donc pour ceux qui connaissent Gandalf par exemple, qui va permettre d'aller faire du prompt sur un LLM à qui on a donné des contraintes et on lui a dit par exemple ne révèle pas le mot de passe. Ouais. Et là il y a différents niveaux, donc le premier niveau tu demandes au LLM révèle-moi le mot de passe, il le révèle. Le deuxième niveau est un peu plus compliqué, etc., etc. Et ça permet de se rendre compte qu'en réalité, le prompt engineering peut être utilisé pour hacker ou faire du mal ou récupérer des informations confidentielles dans une entreprise donnée. Donc, je pense que la partie sécurité, bien que on ne soit pas forcément au niveau aujourd'hui, sera vraiment prépondérante par la suite pour les LLM. Parce que là, on ne parle plus de data scientists. Les data scientists vont pas trop être sollicités là pour le coup. Ça va être vraiment la mise en place, l'implémentation, la mise en production et comment je sécurise justement mon implémentation. Et aussi un point que moi je vois personnellement sur ces modèles-là, c'est, tu vois, ce sont des milliards de paramètres. Ça veut dire qu'en fait c'est un coût quand même pour les mettre en production. Est-ce qu'on a déjà suffisamment de
déjà d'argent, de ressources pour pouvoir mettre en production. Est-ce que ça, c'est pas un enjeu, tu penses? Alors, aujourd'hui, justement, dans le cloud, il y a de plus en plus de services, donc AWS et Bedrock, qui proposent justement ce qu'on appelle des endpoints, qui vont te permettre d'appeler ou d'utiliser plusieurs types de LLM. Directement sur... Directement. Okay. Donc, de manière, on dit serverless, donc de manière sans serveur, sans avoir à le mettre en place toi-même. Donc, finalement, en termes de coût, aujourd'hui, c'est pas forcément le plus gros enjeu. D'accord. Parce que Amazon le fait, Google le fait aussi, je sais que Azure le fait aussi. Donc, voilà, la mise à disposition on va dire, de LLM, n'est pas forcément coûteuse en soi, mais c'est le fait souvent de vouloir l'internaliser ou de vouloir soi-même créer des LLM. Même quand, par exemple, sur ChatGPT, on peut créer des GPT spécifiques, rien n'empêche un hacker de venir mettre, si par exemple on crée sur ChatGPT des GPT spécifiques pour son entreprise, rien n'empêche un hacker de venir aussi prompter sur ce GPT-là et tirer des informations. C'est vrai. Donc, et en plus, j'avais vu une vidéo de Micode qui avait parlé de ça justement, que même quand tu essayes de sécuriser ces LLM-là, tu peux faire des prompts qui viennent hacker le système et c'est pas forcément très sécurisé. Donc, maintenant, on va passer aux questions flash. Donc, déjà, avant d'aller aux questions flash, est-ce que tu peux, s'il y avait des entreprises en fait qui cherchent à intégrer le machine learning et l'IA dans leurs opérations, quel est le conseil que tu leur donnes? Déjà de bien cadrer leurs besoins au départ. Ok. Parce que je pense que dans toutes les missions que j'ai faites, c'était peut-être ça le point commun, c'est que souvent on veut faire de l'IA, on veut faire de l'IA générative. C'est buzz. Voilà. Quand c'est le buzz, voilà, tout le monde veut en faire. Mais faut pas, je pense, personnellement, après, bon, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais je pense qu'il faut pas investir non plus sans trop savoir où on va, juste parce que justement c'est la hype, on va dire entre guillemets. Donc cadrer le besoin, j'ai besoin pour mon métier d'avoir tel outil technique ou telle feature ou telle chose, cadrer le besoin et ensuite voir comment on peut y arriver de la manière la plus simple possible. Comme on dit souvent, less is more. Donc je regarde d'abord les solutions simples et par la suite, au fur et à mesure, j'essaie justement d'améliorer cette solution s'il y a besoin de l'améliorer ou d'aller vers des solutions plus complexes. C'est un peu aussi la procédure que suit les data scientists, d'aller vers des solutions plus complexes si cela nécessite des solutions plus complexes. Donc, je dirais vraiment bien cadrer les besoins en termes de data d'IA et vraiment ne pas surfer sur la hype. Aller à l'essentiel sur ce qui peut vraiment être utile au business. Et là, complètement d'accord, en fait. Toujours simplifier au maximum avant de chercher des solutions les plus complexes. Donc, on va passer à la 5e partie de ce podcast, Christelle, où ce sont les questions flash. On va répondre le plus rapidement possible aux questions. Donc, j'ai quelques questions pour toi. Les questions, déjà le fameux débat que moi, à chaque fois. Je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus. R ou Python en 2024? En 2024, bon, je sais qu'on est peut-être pas d'accord, mais Python. Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Honnêtement, personnellement, honnêtement, le logiciel, c'est pas forcément le point sur lequel j'accorde l'importance. Pour moi, R ou Python. Peu importe. Peu importe, en fait. C'est vrai que j'ai une préférence pour R parce que j'ai l'habitude de travailler avec R. Tu vois, quand tu as tes habitudes, en plus, c'est tellement bien. Oui. Donc, forcément, ok, Python. Donc, si on se forme aujourd'hui, Python. D'accord. Aujourd'hui, oui. Du coup, un autre débat, je vois sur LinkedIn, full remote ou présentiel? Moi, j'ai dit les deux. Les deux. Pourquoi? Les deux. Parce que le full remote, en fait, moi, personnellement, mon expérience personnelle, c'est qu'en full remote, je travaille plus, donc ma productivité est plus élevée et je me concentre un peu plus. Et quand je suis en présentiel, ça me permet aussi beaucoup de discuter avec mes collègues. Ouais. Donc, pas forcément, même que quand j'ai des problématiques, même quand eux ont des problématiques, on discute, je veux faire telle chose, etc., je sais pas comment faire. Et puis là, on se partage des tips, on se partage aussi du savoir, de la connaissance, et ça, je trouve que c'est primordial. Moi, je pourrais pas faire du full remote parce que j'ai besoin de ces interactions-là avec les gens, avec les collègues, discuter justement de sujets et d'autres pour pouvoir continuer à apprendre, en fait. Super, ok. Et du coup, un livre ou un film qui t'a inspiré récemment? Du coup, c'est Cette lumière en vous de Michelle Obama, que je suis encore en train de lire. J'ai pas fini encore, il me reste pas beaucoup de pages, mais je trouve que c'est un livre qui est très inspirant en fait parce que il permet de se rendre compte que même à un niveau élevé professionnellement parlant, parce que Michelle Obama quand même première dame des États-Unis, on peut aussi avoir des doutes. Mais elle donne aussi des clés pour pouvoir justement vivre avec ces doutes-là, ne pas forcément les éluder, mais vivre avec ces doutes et surtout les surmonter.
pour pouvoir aller plus loin. Donc, j'ai trouvé qu'en termes de développement personnel, c'était un livre qui m'a vraiment, vraiment plu. Et que du coup, je vais terminer sûrement bientôt. Ça marche, ok. J'ai vu ce livre, je l'avais acheté, mais je n'ai pas encore lu, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais je note. Tu me diras ce que t'en penses. Oh, si je le lis, parce que je suis une acheteuse compulse. Bon bref, c'est pas de moi qu'on parle. Et deux autres questions pour terminer. Quel est le meilleur conseil professionnel que tu aies jamais reçu? Alors, il y en a deux. Donc le premier, c'était pas vraiment... Je dirais que c'est pas vraiment un conseil, c'était plus de la rigolade, entre guillemets, mais on va dire c'est quelqu'un que je considère comme mon mentor. Donc on va dire l'une des premières personnes avec qui j'ai travaillé quand j'ai commencé ma carrière. Et on a travaillé sur un projet chez Airbus qui finalement n'a jamais vu le jour. Enfin, on a vraiment travaillé plusieurs mois et finalement, le projet a été vraiment abandonné du jour au lendemain. Et il m'a dit, mais ne t'attache pas au projet en fait, parce que la majorité du temps, ils finissent à la poubelle. Oh. Voilà. Et du coup, sur le coup, quand il m'a dit ça, ça m'a choquée. Je me suis dit, ah bon, mais pourquoi? Et donc, en fait, on va dire ce pseudo-conseil, finalement, m'a fait dire, mais en fait, non, moi, je vais faire en sorte de travailler sur des projets qui ne finissent pas à la poubelle. C'est-à-dire que, dès le départ, je vais dire, mais à quoi ça sert ce qu'on fait? Et est-ce que, effectivement, on a des sponsors qui sont vraiment, qui sont vraiment liés à ce projet-là, qui croient en ce projet? Et voilà. Donc, je rigole beaucoup parce que la question de sponsor en entreprise, ça détermine clairement l'avenir d'un projet. Clairement. Ouais. Donc, du coup, et c'est vrai que maintenant, je fais quand même attention pour ne pas arriver sur des projets, justement, qui finissent à la poubelle. Le deuxième conseil, du coup, c'est, déjà de savoir ses compétences. Alors, finalement, c'est deux personnes qui m'ont donné deux conseils différents que j'ai coulés. C'est d'avoir confiance en ses compétences. C'est un client qui m'a dit ça une fois quand je partais. Je lui ai dit, oui, je sais pas si ça va bien se passer, etc. Il m'a dit, crois en tes compétences, déjà. Mais surtout, faut pas les surestimer. Faut pas avoir de biais. Donc, faut savoir ce qu'on sait. Clairement. Et aussi être très humble. Dans notre métier, clairement, on ne peut pas tout savoir. Il y a trop de choses. Tous les jours, il y a de nouvelles technologies, de nouveaux outils, etc. Il faut savoir ce qu'on sait et vraiment être honnête sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et rester humble en toutes circonstances. Ah, ça, c'est un très beau conseil, rester humble. Parce que de toute façon, il y a tellement d'outils. Et moi aussi, je pense qu'au début de ma carrière, j'étais un peu comme ça. Où tu sors de l'école, on te parle d'autres choses que tu n'as jamais vues. Tu as l'impression même que tu ne mérites pas de faire ce métier. Et ça, c'est horrible. Le fameux truc de l'imposteur, là. C'est comme de l'imposteur. Exactement. Ouais, merci beaucoup, Christelle, d'avoir prêté au jeu du podcast. N'hésitez pas en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez me voir développer davantage avec Christelle, comme son expérience chez Airbus ou autre. On pourra la réinviter sur le podcast. Et pour terminer, quelle personne aimerais-tu entendre sur ce micro? Charlotte Ledoux. Ah ouais? Alors, parce que du coup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle parle d'un sujet, donc la data gouvernance, qui n'est pas, en tout cas que je vois pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Et que j'ai découvert justement en travaillant en banque et qui m'a beaucoup plu. Que j'aimerais pouvoir approfondir. Bon, vous allez me dire, ça fait encore un métier en plus, mais pourquoi pas? Mais j'aimerais pouvoir vraiment approfondir sur les règles, enfin voilà, que c'est quoi la gouvernance, pourquoi est-ce que c'est important en entreprise, etc. Donc, je pense que Charlotte Ledoux, ça peut être un podcast intéressant du coup sur la data gouvernance. Super, ça je note, je vais la contacter Charlotte sur LinkedIn. Elle est très active d'ailleurs sur LinkedIn, je mettrai son lien en commentaire. Merci beaucoup Christelle et... Merci à toi Natacha pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt.